et ONG, que ces derniers tenaient des réunions secrètes avec M. Alad, que M. Alad était le donneur d'ordre en matière de discours de haine, d'appel à la haine intertribale, que M. Alad était l'un des stratèges de la division ethnique au Burkina Faso. Il constituait donc une menace pour la sécurité. Et on espère que M. Alad, et nous le savons d'ailleurs, ce n'est pas qu'une expectation, M. Alad n'était pas un électron libre, il n'agissait pas pour son propre compte, il n'était pas en mission pour ses propres services, ce n'était pas le parrain d'une mafia embusquée, c'était simplement un élément maillon du système de la France-Afrique, donc ce système mafieux qui tient des rênes de maître un ensemble de relations tronquées avec l'Afrique et qui voudrait se perpétuer dans le Sahel via M. Alad et via un ensemble d'autres diplomates, dont M. Ité, qui est au niveau du Niger, et bien d'autres qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc, ce réseau de diplomates identifiés comme étant des segments de la mafia de la France-Afrique sont décriés en Afrique de l'Ouest, et donc M. Alad est non seulement entièrement responsable de la décision qui a été prise, mais en plus, il porte le chapeau de ce qu'il était le représentant de la France-Afrique et l'un des maillons essentiels de cette France-Afrique qui est aujourd'hui mise en difficulté par l'opinion publique panafricaniste et particulièrement des patriotes nationalistes de chaque pays d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal et bien d'autres pays là-bas. Ils sont mis en difficulté, ils sont présentés comme étant des pièces dangereuses et qui pourraient continuer à créer l'insécurité. Surtout que, grâce aux autorités maliennes, on sait que c'est la France-Afrique qui est responsable de l'insécurité dans le Sahel. Quand vous connaissez le contexte sécuritaire du Burkina Faso, M. Alad constituait donc, en dernier ressort, pour l'État du Burkina Faso, une menace, une importante menace. Alors, quand on décrit tout ce qu'il a réalisé, travail d'influence, le réseau d'ONG, voilà, qui véhiculait la haine intertribale, et que les terroristes, on sait que leur mode opératoire, c'est de procéder par des divisions intertribales pour légitimer leur action. Donc, c'était même un des maillons avancés de la nébuleuse terroriste sur le territoire du Burkina Faso. Quand Nestor Podacier parle du risque de rupture diplomatique, il ne parle pas seulement de M. Alad, il parle de l'ensemble des actions qui ont été posées par la jeune française, c'est-à-dire tout le dispositif mafieux de la France-Afrique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui constitue une menace pour chacun de ces États. Donc, c'est un pas important qui a été franchi. Le président Traoré a pris une décision courageuse. Nous espérons qu'elle va se poursuivre avec toute la nébuleuse autour de M. Alad, c'est-à-dire les patrons d'ONG, les patrons d'organisations culturelles, par exemple ceux du Ballet citoyen, les journalistes qui étaient engraissés par la jeune française. Nous espérons que ça va aller progressivement au niveau de ces personnes-là. Il faut que chacune de ces personnes se sente interpellée dans ses responsabilités autant que M. Alad, qui n'en était que l'illustre chef aux côtés de Mme Manzi. Très bien. Merci Jonathan Batenguene. Alors on fait savoir que la liaison est bien établie avec Barthélémy Zaongo du côté de Ouaga. Barthélémy, bonsoir, merci d'être avec nous. J'espère que tout est OK de votre côté. Alors, quelle lecture vous faites de cette décision des autorités de votre pays, celle de renvoyer l'ambassadeur de France? Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque de rupture définitive des relations entre Ouaga et Paris? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, donc bonsoir à tous. La liaison n'était pas bonne, mes excuses. Alors, il faut dire que je vais me présenter davantage. Je suis Barthélémy Zongo.
Je suis le coordonnateur de Panafricanisme pour le Burkina, je suis un acteur de la société civile burkinabé. Alors, je suis vraiment content de participer à ce débat de ce soir sur la transition diplomatique entre Ouagadougou et Paris. Alors, je tiens aussi à remercier les panélistes, et Batengue et puis Nestor Pedassi, pour leur participation de ce débat de ce soir. Alors, il faut dire que je vais rejoindre un peu les panélistes. La décision de l'État burkinabé d'expulser l'ambassadeur de France est vraiment courageuse, patriotique et panafricaniste. Alors, je pense que la politique française en Afrique n'a pas beaucoup évolué. Alors, et la France n'a pas, le sien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et c'est ce que le jeune président Ibrahim Traoré a compris. Alors, donc, depuis l'arrivée de Macron, la France de Macron, a beaucoup placé sur le terrain politico-diplomatique. Il y a eu beaucoup de fautes diplomatiques, il y a eu beaucoup d'erreurs que Macron a beaucoup posé sur son précaré, entre guillemets, ce qu'il pense. Alors, donc, Macron n'arrive plus à comprendre la jeunesse africaine. Donc, c'est ce que Macron n'a pas compris. Macron n'arrive pas à comprendre une jeunesse africaine qui est de plus en plus exigeante, qui demande vraiment la rupture des accords coloniaux. Et c'est ce qui arrive à l'heure actuelle à ce que l'ambassadeur français déborde en disant des propos qui ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, je pense que, si je me rappelle très bien, Alain disait que la société civile suit la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux et qui les traite d'idiots parce que, voilà, il y a des jeunes qui traitent, il y a des jeunes qui demandent à ce qu'il y ait une rupture parce que c'est la France qui finance le terrorisme en Afrique. Donc, les propos de Luc Alain ne sont que le reflet de la politique française de Macron au niveau du Burkina Faso. Ce n'est plus un secret. Voilà. Donc, ce qu'il est en train de dire n'engage que lui, mais c'est ce que Macron lui demande de dire. Alors, donc, je pense que ces propos, c'est ce qui a amené effectivement, ce n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas nouveau ces propos. Et c'est ce qui a aussi amené même Monique comme de M30 à ce que le président en son temps, Damiba puisse rompre les relations diplomatiques avec la France et de le chasser en son temps. Mais comme Damiba en son temps était un pion de la France, Damiba ne l'a pas fait. Et même en son temps, le Premier ministre l'a rappelé en disant que ceux qui ne l'ont pas compris, parce qu'il y a une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue consciente et qui est de plus en plus éclairée sur les questions africaines. Et c'est une jeunesse décomplexée, une jeunesse celui qui n'a pas compris ça, c'est celui-là qui est le vrai idiot. Alors donc moi je pense que la décision est la bienvenue. Je pense que le jeune président Ibé est en train de prendre des décisions courageuses et qu'il a vraiment le soutien de sa population. Voilà, je ne doute pas vraiment de la pertinence de cette décision. Ouais, Barthélémy, je reste encore avec vous un tout petit peu. C'est vrai que vous ne doutez pas de la pertinence de cette décision, mais il y en a quand même, c'est vrai qu'une minorité qui estime que cette décision relève beaucoup plus du populisme. Comment vous répondez à cela? Ok, alors merci pour la question. Je pense que Ibé n'a pas intérêt à faire du populisme parce qu'il est confronté à une situation sécuritaire très complexe. Alors, et également, quand il montait au pouvoir, il a dit qu'ils ont pris leur engagement parce qu'ils avaient la volonté d'aller vers de nouveaux partenaires. Et donc, Ibé est conscient que sa population est de plus en plus exigeante, comme je le disais tantôt. Alors, donc, si Ibé s'adonne à cela, je pense qu'il est dans une mauvaise posture. Alors, je ne crois pas trop que c'est du beurre, parce que ça, c'est des faits concrets. Ça, c'est des faits concrets. Parce qu'il sait effectivement ce qu'il attend, parce que la France n'agit pas seule. Voilà, la France n'agit pas seule. Et ce qui est en train de se passer n'est que Macron ne travaille pas, c'est parce que Macron travaille avec le système, les États-Unis d'Amérique, les Nations Unies. Donc, la décision, elle est courageuse, elle est objective. Voilà. Et si, après la France, avec son réseau, arrive à contre-attaquer avec des sanctions économiques, il a derrière lui une population. Depuis les plans, il y a des gens, il y a la société civile qui est mobilisée parce qu'il y a des soupçons que, voilà, il y a des gens qui préparent un coup d'État. Donc,
IB a un soutien populaire incontesté. Il le sait. C'est le seul d'ailleurs. C'est le seul des présidents burkinabés, si je me trompe, hormis Thomas Sankara, à avoir eu un soutien populaire de taille. Donc IB n'a pas intérêt à jouer avec sa population. IB a intérêt à aller dans le sens. Parce que quand IB venait au pouvoir, il a été porté par une jeunesse panafricaniste, une jeunesse qui voulait la diversification des partenariats. Une jeunesse qui voulait corrompre les accords avec la France. Donc IB, c'est un jeune président dynamique. IB est venu, certes IB n'avait pas un état profond comme Roch-Marc Christian Kaboré, comme Damiba, mais IB avec son emploi, avec les jeunes capitaines, IB est en train de révolutionner le monde de la diplomatie. Les décisions que IB prennent aujourd'hui sont des décisions beaucoup d'ordre géostratégique. Alors, je pense que dire que c'est très tôt, ou dire que c'est du buzz, je pense que c'est un peu risqué parce que IB a la théorie que IB est en train de déployer, je pense qu'elle en parle vraiment avec les activations du mouvement. Parce que Goïta l'a fait, rien ne l'a arrivé. Voilà. Ce qui est en train de se passer au Burkina, si le Burkina se joint au Mali, je pense que incessamment d'autres pays aussi vont le faire et l'Afrique va s'en sortir. Donc, si il joue avec sa population, je pense qu'il sera rattrapé. Il sera rattrapé. Il n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est ce que vraiment je pense. Merci Barthélémy. On va aller vers Nestor Podassé. Je rappelle, le standard il est ouvert. Nos téléspectateurs qui souhaitent déjà donner leur point de vue sur notre thématique, vous êtes les bienvenus. Nestor Podassé, est-ce que après la demande de renvoi de l'ambassadeur de France, on pourrait se retrouver avec une sorte d'évolution, mais sinon dégradante des relations entre Paris et Ouagadougou? Je pense notamment, pourquoi pas, à un appel à la fin de Sabre, qui est cette opération française basée au Burkina Faso. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une situation dégradée entre Paris et Burkina. C'est notre souveraineté, on veut. C'est notre souveraineté, on veut. C'est simple comme bonjour, c'est pas compliqué. Dire à quelqu'un que je vais prendre mon indépendance, est-ce que ça c'est compliqué? Moi, aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Je suis né, j'ai été élevé par mon papa. Il m'a nourri. Quand j'ai grandi, je me suis marié, je suis sorti, j'ai construit. Et je suis chez moi, mon papa est chez lui. Dire à papa, je vais prendre l'indépendance, est-ce que ça c'est mauvais? D'ailleurs, qui a invité la France au Burkina Faso? Personne n'a invité la France au Burkina Faso. La France s'est imposée par la force en versant le sang de nos grands-parents. Et ils continuent à verser le sang par une autre sous-forme de colonisation qu'on appelle la néocolonialisme. Ils sont sur le point de détruire la population française ainsi qu'africaine aussi. Aujourd'hui, j'ai échangé avec la société civile française autour de 13 heures et heures locales. Nous avons échangé près de 20 minutes. Ils m'ont dit des choses sur la France, ce n'est pas possible. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ces sujets dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés par des monstres en France. Ils ont les relais locaux ici, soit disant qu'ils sont dans les loges maçonniques, qui pensent que le monde doit fonctionner selon leur vision vampirique. Ça ne marchera pas. Donc dire à Paris de ramasser ses légionnaires, ses mercenaires basés à Cambouense pour rentrer, ce n'est pas les frustrer. Nous voulons juste notre indépendance. C'est simple comme bonjour. Rentrer chez toi, je reste chez moi, ce n'est pas mauvais. Maintenant, le peuple français peut venir ici, vivre et travailler comme nous aussi. Nous avons des frères en France qui travaillent là-bas. C'est aussi simple comme bonjour. Mais nous ne voulons pas d'une diplomatie paternaliste qui prend des décisions à l'ONU à la place du Burkina, qui décide de ce qui est bien pour nous, qui décide de ce qui n'est pas bon pour nous, ce que nous on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça là que nous on ne veut pas. Cette coopération-là, nous on ne veut pas ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette situation. Et puis maintenant, dire à tout un chacun d'être prêt. Nous avons engagé, nous n'allons pas arrêter tout de suite. Je l'ai dit, c'est un combat de longue haleine. Mais Paris est en chute libre. Au plus tard 2030, la France-Afrique sera enterrée en Afrique définitivement. Notez ça. On est en train d'avancer. On était en 2022. 2021, j'ai dit ça sur les mêmes plateaux. 2022, j'ai renouvelé. 2023, je renouvelle les mêmes 10. La France-Afrique sera enterrée en Afrique définitivement en 2023 et 2030 au plus tard. Sinon, ça sera plus tôt même. Les choses vont aller plus vite que prévu parce que bientôt, c'est bientôt. Et c'est le moment comme ça. Décennie 2020-2030, c'est décennie de l'Afrique. Donc déjà, moi je crois
à la parole de Dieu. Et de deux, c'est Dieu qui nous aide à gagner cette victoire d'étape. Donc nous rendons grâce à Dieu. Et chasser que la France est finie au Burkina Faso, l'armée française va quitter, l'opération Sabre à Kamouensé va quitter très bientôt. Donc, il n'y a pas à dire que Paris va s'effacer. Si Paris s'efface là, ça va faire quoi? Si nous on met un embargo sur eux là, c'est eux qui vont mourir. C'est nos matières qui les nourrissent, c'est nos matières premières qui les nourrissent là-bas, en France. C'est nous qui les nourrissons, même en termes de nourriture. Si nous on ferme embargo, nos ports, nos aéroports, rien ne va en Europe, ils vont mourir de faim. Ils n'ont rien. Donc les Africains, soyez sereins, cela ne peut pas nous faire peur. Allons-y de l'avant. La patrie ou la mort nous vaincront avec mon drapeau. Je me sens burkinabé, maintenant je suis fier de porter le drapeau burkinabé. Sinon avant là j'étais un apatride. Maintenant je suis un vrai burkinabé là. Merci beaucoup. Nestor Podassi, eh bien le burkinabé Nestor, panafricaniste, restons au téléphone. Jean Sakponou nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonjour, moi je dirais, parce que un nouveau jour doit se lever sur les Africains. Bonjour à vos invités et Nestor, bonjour à Barthélémy, bonjour à Jonathan, l'infatigable. Bonjour à vos techniciens, bonjour à l'Afrique. Bachir, bonjour à l'Afrique. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple. Et on le dit souvent, les gens ne comprennent pas. Quand nous disons que nous sommes en guerre, les gens pensent que c'est des mots vains. Non. Nous sommes en guerre contre l'injustice que l'Occident, surtout la France, ce pays paresseux, nuisible, vis-à-vis de l'Afrique, fait. Vous voyez, l'antidote de la présence de la France, c'est la présence de la Russie. Tant que vous faites l'appel à la Russie, aujourd'hui, où je vous parle, la France doit partir. Vous allez voir, la France va quitter le Burkina. Si le Burkina persiste et encourage cette relation avec la Russie, en toute sincérité, eh ben, la France va partir d'elle-même. Vous avez vu le cas de Centrafrique. Finalement, elle est obligée de partir. C'est une injustice, cette présence depuis longtemps. Et la France n'a pas honte. Malgré les dénonciations, elle continue, elle persiste. Elle envoie des barbouzes comme ambassadeurs. Elle change de méthode, pensant qu'elle va réussir. Réussir quoi? À faire du mal aux Africains. Nous sommes des humains, nous aussi, Bachir. Pourquoi chaque fois ils sont à l'école de comment faire pour faire du mal aux Africains? Pourquoi? Regardez, Gbagbo a dit que c'est la France qui a bombardé la présidence ivoirienne, le palais de la présidence ivoirienne en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont dit de cela? Gbagbo a dit qu'est-ce que la France vient chercher pendant une élection, concernant une élection en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France a fait pour venir bombarder la présidence ivoirienne? Ce mot, ce que Gbagbo a dit passe sans remords. C'est-à-dire, ça que les gens ne s'intéressent pour dire que c'est une violation. La France est en train de violer et continue de violer la souveraineté des pays africains. Patrick Talon doit comprendre cela. Faure Gnassingbé doit comprendre cela. Ali Bongo doit comprendre cela. Mais comme ils se sont enroulés dans la franc-maçonnerie, on leur masturbe le cerveau. Ils pensent que la France va les sauver. Et maintenant, la France passe par les États-Unis et autres, depuis d'ailleurs, je vous dis souvent que c'est dans l'ambassade de l'Amérique en Côte d'Ivoire, plutôt au Togo, que Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu, a été tué. Ils sont en connivence entre eux-mêmes pour tuer les Africains. Soit après, ils viennent pour dire qu'ils sont en train de vous aider. Et c'est eux qui tiennent nos informations. Et c'est eux qui nous informent. RFI, par ici et autres. Bachir, la présence de la Russie en Afrique va les faire plier. Et surtout, pourquoi je dis ceci? Parce qu'actuellement, la guerre en Ukraine, la participation de la France est tellement élevée dans le secret que la Russie sait. Et elle va répondre à la France en Afrique. Je dis bien, je répète encore. La participation de la France et de la guerre en Ukraine par la France est tellement élevée que la Russie sait.
et va répondre à la France sur le continent africain. Ce n'est pas une vengeance, non, mais la Russie va se donner comme, effectivement, je suis ici pour vous aider, pour qu'on marche ensemble, pour chasser ces dictateurs mondiaux de l'Afrique. Alors si un pays accepte réellement nourrir cette coopération, malgré la dictature des États-Unis, on ne sait même pas pourquoi ils font ça, comme ils sont toujours en connivence ensemble, donc ils vont le faire, mais ils vont échouer. Malgré tout cela, il va falloir que les pays africains décident de tourner le dos à l'Occident. Tourner le dos à l'Occident. L'Occident a trop fait du mal à l'Afrique. Et sera jugé un jour, nous le disons, sera jugé un jour. Nous allons enseigner à nos enfants, ça va venir. Donc, Bachir, c'est une bonne nouvelle qu'il continue d'accentuer, d'accentuer cette relation avec la Russie. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci. Merci à vous, Jean Sakpono, pour la contribution. Le standard reste ouvert, donc, à tout moment. Allô, bonsoir. Voilà. N'envoyez que les appels audibles comme ceux de Jean Sakpono, s'il vous plaît. Comme ça nous évite aussi beaucoup de temps perdu. Jonathan Batengini, en attendant de caler les autres appels. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu trop d'optimisme de la part de notre ami Nestor Podassi? Non. On ne peut pas parler de trop d'optimisme. Il est même très réaliste. La digue est en train de tomber. La décision prise, elle a été signée par le capitaine Traoré. Ce n'est pas une décision du ministre des Affaires étrangères, Madame Rogonengue. La ministre n'a fait qu'envoyer la lettre. Tout à fait. Donc, c'est une décision qui vient du sommet. C'est une décision qui porte l'instampille du représentant de la souveraineté. Représentant ultime de la souveraineté du Burkina Faso. Ça veut dire que le combat est désormais repris dans les plus hautes instances du Burkina Faso. Certes, chez lui, on sent le combat de l'activiste, le combat du panafricaniste. Cependant, cela reflète désormais une mise en cohérence entre les forces du peuple et les forces dirigeantes. Et les deux ne font plus qu'un dans la dynamique collective d'émancipation, de libération. C'est très positif pour la suite. Ça montre que le président Traoré est en train de se donner les coudées franches pour pouvoir réaliser à terme la libération totale du Burkina Faso. Cette mise en confiance, ou bien cette confiance exprimée par Nestor Podassi, découle essentiellement de cette nouvelle lecture de la lutte. C'est une posture qu'il n'avait pas il y a peu de temps, quand c'était Damiba qui était là. Il était très, très frustré. Il avait toujours cette veine de combattant. Mais là, il sent que la mécanique a pris. Donc, c'est une nouvelle, c'est des dispositions assez claires prises par l'État du Burkina Faso. Nous-mêmes, ça nous laisse optimistes. Parce que maintenant, le Burkina est en train de s'aligner sur les postures ou bien sur les positions du Mali très clairement. Est-ce que la stratégie ne serait pas un peu moins rude que celle du Mali? Il n'y a pas plus rude ou moins rude. Le truc, c'est de poser les actes. Oui. C'est le plus important. Mais le Mali allait en force quand même. Le Mali, parce qu'il y avait un contexte d'adversité aussi, qui était tout à fait très, très remuant. C'était de la contradiction permanente. On se souvient, ce n'était pas la même ministre des Affaires étrangères, ce n'était pas le même ministre des Affaires. On avait un père, un parrain de la mafia qui était habitué aux méthodes de Barbouze, qui s'exprimait à eu à voix, qui disait ce qui lui passait au cerveau dès la première seconde, qui s'exprimait carrément comme des voyous de Barbès, qui n'avaient pas la contenance
d'un diplomate. Face à cela, le Mali avait exigé le départ quand même des forces françaises. Tout à fait. Est-ce que le Burkina pourrait en arriver à cette décision avec notamment Sabre quand même? S'il y a la même... Pour le départ des bases militaires, il faut dire c'est l'engagement des sociétés civiles et des formations politiques maliennes et des burkinabés qui va également décider l'État sur ce sujet. L'État, les autorités burkinabées sont d'abord les serviteurs du peuple burkinabé. Donc si le peuple burkinabé manifeste comme le peuple du Mali l'avait fait en son temps, la volonté de voir partir la base de Camp-Poinsin et les forces militaires françaises sur le territoire du Burkina, elle ne saurait que s'y conformer comme ça s'est passé avec M. Alad. C'est pourquoi nous avons dit que c'était un signal positif. C'est aussi la preuve que les mécanismes de légitimité interne du pouvoir sont désormais actifs dans les différents États où on voit se réaliser la révolution panafricaniste, la révolution des patriotes. Or, la légitimité interne, ça a été pendant longtemps le grand problème des États africains. Pourquoi? Parce qu'on avait des personnes à la tête des États qui avaient une légitimité interne contestable, mais qui jouissaient d'un crédit international tout à fait étrange, parfois même au gré des intérêts des populations locales. On a vu pendant longtemps des Blaise Compaoré foisonner sur le continent et narguer le peuple, mais jouir d'une légitimité internationale incontestable, d'ailleurs laquelle lui apportait son soutien dans les répressions sanglantes de leur population. C'était ça le mécanisme. Avec le président Traoré, ça a changé. Avec le président Assimi Goïta, ça a changé. C'est les peuples qui manifestent une volonté et les dirigeants s'exécutent ou mettent en exécution la volonté des peuples. C'est quelque chose qui change et c'est pourquoi, dans la perspective de la demande de départ des bases militaires françaises, c'est le peuple burkinabé qui doit porter cette demande. C'est le peuple burkinabé qui doit faire, comme on a vu au Mali, manifester et amener les autorités burkinabées à prendre les bonnes décisions en matière de coopération sécuritaire. Très bien, merci Joe. Alors retournons vers Barthélémy Zaongo. Barthélémy, alors dans la lettre, quand même, la ministre des Affaires étrangères précise que Luc Alad n'est plus un interlocuteur fiable. Alors est-ce que le sous-entendu ici, c'est que le Burkina est tout de même disposé à continuer sa coopération avec la France? Barthélémy, essayez d'activer le micro. Alors, on n'a pas le retour audio de Barthélémy de ce côté. Bati, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Allô? On vous entend. Okay. Ça grisaille un tout petit peu, mais on va faire avec. Allons-y. Alors, donc, il faut dire qu'on l'a appris également, comme tout le monde, sur les médias français, je n'ai appris. Alors, donc, la question est beaucoup plus pertinente. Dans la mesure où le Burkina, sous l'aide du capitaine Ibrahim Traoré, et après cette décision d'aller dans le sens de la volonté du peuple burkinabé. Alors, donc, votre question était de savoir si réellement le Burkina Faso la décision va aller dans le bon sens, si je ne me trompe pas ou pas. Allô, Bati? Oui. Alors, est-ce que ici, c'est une façon pour les autorités burkinabées de dire qu'elles sont prêtes à continuer la coopération avec la France, mais la seule condition, c'est que Luc Alad ne soit pas en poste? Oui, le Burkina a pris une décision beaucoup plus géostratégique. Alors, dire que Luc Alad va quitter le Burkina Faso et qu'il serait remplacé par un autre diplomate, je pense que le Burkina, s'il
Burkina Faso, il ne va pas se donner à cela. Donc je pense que c'est un peu de la rue politico-diplomatique que le jeune président Ibrahim Traoré a posé comme acte. Voilà. Donc Philippe Allan est en train de énorme blacard au Burkina Faso. Maintenant, il reste maintenant à la France de Macron et à la jeune française de revoir en quelque sorte la façon de fonctionner au niveau de son précaré comme voilà, les Français l'entendent toujours. Les données ont beaucoup changé, la donne a changé. Et je pense que de plus en plus, nous avons une jeunesse panafricaine qui réclame une explication des partenaires géostratégiques. Et l'État burkinabé, les États du monde entier, les États qui sont vraiment dans cette posture-là, ont une société civile existante. Et cela aussi arrange. Je pense que le travail qui a donné cette partie, c'est grâce vraiment au travail d'Afrique-Média, c'est grâce au travail de Covid-Média, c'est grâce au travail de la galaxie panafricaine qui a vraiment mis la pression sur les gouvernements africains, qui a mis vraiment la pression sur voilà, les gouvernements au niveau du Burkina Faso, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je pense que c'est une façon de mettre la pression, c'est pas pour couper, je pense pas que ça pour couper, en tout cas dans le long terme ou bien, comment dire, façon d'effectuer les relations avec la France. Je pense que c'est pour mettre la pression au niveau des politiques. Je ne vois pas une façon de compter, parce que Allan, si il est une personne non grata au Burkina, ça veut dire quand même qu'il y a une question. Le Burkina Faso n'a pas beaucoup, il ne s'est pas exprimé, il n'y a pas eu d'expression en la matière, voilà, il y a de façon plus, voilà, elle a dit une sorte de diplomatie souterraine. Je pense que c'est une façon de rappeler à la France de revoir sa politique au Burkina Faso. Donc, et de ça, le jeune capitaine n'a pas beaucoup à s'inquiéter, voilà, parce qu'il a une société civile panafricaine. 86% de la jeunesse africaine, de la jeunesse est pro-russe. Et donc, je pense que cette jeunesse aussi qui est pro-russe est contre la politique française. Ce que la France a oublié, nous ne sommes pas contre la France, nous sommes contre la politique française en Afrique. Donc, IB n'est pas contre la politique française en Afrique. Il veut seulement que la France revoie sa politique et je pense que cette lettre-là, c'est pour vraiment les rappeler dans ce sens. Très bien. Merci Barthélémy. Nestor Podassé, je reviens à vous. Alors, dans la presse française, pour ne pas dire France-africaine, on estime que la demande de Ouaga de renvoyer l'ambassadeur de France est tout simplement une façon d'ouvrir le boulevard à la coopération avec la Russie et notamment l'arrivée de Wagner. L'arrivée de Wagner, il n'y a pas de Wagner au Burkina, hein, c'est des mensonges. Voilà, je veux dire que tout simplement, comme le Burkina a décidé de prendre son indépendance, donc il faut dire des choses pour y attribuer Wagner. Sinon, nous tous on sait que les légionnaires français sont des mercenaires. Ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils étaient au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger, ils sont au nord du Togo, ils sont au nord du Bénin, ils étaient en Centrafrique, ils sont au Tchad, ils sont à Djibouti, ils sont au Gabon. Pourquoi ça ne cause pas de problème? Il y a les forces étrangères au Burkina, telles que les forces américaines. Il y a Africom qui est basé à Ouaga, ici sur la route de Fada. Comme on ne parle pas trop d'eux, ils pensent qu'on n'est pas au courant de leur présence. Nous sommes au courant de leur présence. Et même, ils sont encore plus nuisibles que l'armée française. Il y en a, comme on appelle ça, à Fada, et il y en a à Niamey, il y a les forces américaines là-bas. Il y a les mercenaires américains au nord du Bénin qui disent qu'ils sont là pour combattre les terroristes, alors que nous savons ce qu'ils cherchent sous le sous-sol béninois. De quoi nous parlons? Nous n'avons pas de mercenaires étrangers sur cette sol venant d'autres pays, si ce n'est pas les mercenaires français et américains présents sur le sol burkinabé. En tout cas, nous sommes au courant de leur présence. Mais une autre mercenaire présent au Burkina, on n'est pas au courant de ça. Ce que nous savons est que le Burkina a signé des partenariats avec la Russie et que nous avons acquis de nouveaux matériels. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Alors donc, de quoi nous parlons par rapport à ces partenariats-là? Nous sommes libres de prendre notre indépendance. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Il n'y a pas une nation supérieure à une autre nation, et il n'y a pas une race supérieure à une autre race. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et c'est ce que j'ai toujours dit.
La réciprocité s'impose à tous les niveaux. Ce que je ne peux pas le faire aux États-Unis, ce que je ne peux pas le faire en France, donc aucun Français n'a le droit aussi de venir m'imposer ce qu'il veut ici. Ça ne marchera pas. Donc voici un peu ce que je voulais que les gens comprennent. Donc c'est ce qui va se passer et ça sera ainsi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Nestor. Jonathan Batengene, alors comment voyez-vous l'avenir des relations ou plutôt de la coopération entre la France et le Burkina Faso avec un départ comme celui-ci? Tout va dépendre de la façon dont Paris gère sa relation nouvelle avec le Burkina. Paris devrait respecter d'abord la souveraineté du Burkina Faso. Si le peuple du Burkina demande le départ et la fermeture des bases militaires, Paris doit s'exécuter. Les bases militaires n'ont pas de justification si le pays qui est censé être le bénéficiaire n'en trouve pas l'intérêt. Sinon, ça devient une action de colonisation subtile. Et donc, dans le contexte actuel où les décolonisations sont censées avoir été amorcées depuis 1960, c'est caduc. C'est aller à compte courant du droit international et c'est violer même les principes phares du contexte international qui garantissent la paix et la sécurité des peuples, c'est-à-dire le principe de souveraineté. Donc Paris devrait d'abord respecter les volontés du peuple burkinabé. Paris doit apprendre à respecter les volontés des peuples africains. Paris doit se remettre en question dans sa relation avec l'Afrique et laisser les Africains trouver les solutions tout seuls. Il n'y a pas de relation paternaliste à entretenir avec les Africains. Les Africains ne sont plus des États sous tutelle qui ont besoin du conseil du bon papa français pour apprendre à s'autogérer. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il essaye de repenser sa politique française, sa politique africaine. Est-ce qu'on pourrait arriver justement à ce résultat? Tout part d'abord de là. Est-ce que la France a une politique états-unienne dans le monde? Elle n'en a pas. Est-ce qu'elle a une politique chinoise? Non. Pourquoi elle a une politique africaine? C'est déjà là tout le problème. Là, le nominalisme utilisé pour caractériser les relations avec l'Afrique, la politique africaine de la France. Il y a la politique chinoise de la France. Ça n'existe pas. Et si ça existait, c'est une politique de respect de l'autorité chinoise. Donc la France doit se résoudre à traiter désormais avec les pays africains comme elle traite avec toutes les autres puissances. Est-elle disposée à le faire? Elle ne peut pas, pour l'instant, parce que le régime, le circuit de la France-Afrique tient l'économie française. Or, l'économie, c'est le sang qui fait vivre un pays. Et parce que la France est hyper dépendante de ces systèmes de prédation érigés en Afrique, en modèle de coopération, la France a peur de s'en détacher. Elle sait que sa survie économique, politique, dépend de ce système-là. Donc ce n'est pas au Burkina d'attendre que Paris s'en défasse. Le Burkina n'attendra pas que la France se remette en question. Le Burkina devra malheureusement continuer la césarienne pour qu'émerge le nouveau Burkina. Donc on ne va pas arrêter l'opération en si bon moment. Sinon le patient risque d'entrer dans un état chronique et catastrophique, c'est-à-dire une mort cérébrale, peut-être finalement la mort. Donc pour que le Burkina ne tombe pas, que sa révolution ne meure pas, l'opération doit se poursuivre. La libération du pays, son émancipation doit être achevée. Le président Traoré ne pourra plus s'arrêter en si bon chemin. Les Nestor Podacier ne peuvent pas s'arrêter en si bon chemin. Ça ne dépend plus ni de Nestor, ni du président Traoré, ni de quelques leaders du combat actuel au Burkina Faso. C'est une dynamique qui est portée par le peuple et cette aspiration profonde à la liberté qui se lie ainsi dans les décisions des autorités burkinabées, c'est quelque chose qui est ancré désormais dans l'ADN de chaque Burkinabé. C'est une dynamique irréversible. Il faut simplement continuer l'opération et suivre la marche historique du Burkina vers sa libération. C'est
un processus, la France, elle peut se remettre en question si elle veut, si leurs autorités ont le courage, s'ils veulent affronter leur monstre. Ça ne leur fera pas de mal que la France fasse même des régressions sur le plan économique, que des difficultés adviennent à la France. Si c'est pour un bien, si la France arrive à se couper de ces mécanismes de prédation internationale, dans 10-20 ans, il y aura des réformes qui seront importantes dans l'économie française qui vont lui permettre de survivre. Mais ça, c'est la mue de la France et ça ne concerne que la France. Donc, c'est un élément de sa propre souveraineté. Si elle se réapproprie sa souveraineté, si elle se réapproprie les mécanismes de cette juste réflexion sur son avenir, sur son devenir, eh bien la France sera sauvée du piège dans lequel elle-même s'est mise. Parce que quand les De Gaulle fabriquaient ce piège, ils ne disaient pas aux Français que c'était un piège. Eux-mêmes ne percevaient pas le piège. Ils ont créé une dépendance à la prédation internationale qui fait qu'aujourd'hui, ils ont peur d'arrêter cette prédation. Mais nous, Africains, qui avons été les proies de cette prédation, nous ne pouvons pas nous mettre à réfléchir avec le chasseur. Nous allons simplement réfléchir à comment devenir nous aussi des grands chasseurs dans la jungle. Et donc, le Burkina, pendant ce temps, ne peut plus penser en termes de proie. Le Burkina doit se penser en termes de chasseurs. Mais ce n'est pas le même type de chasseur. Là, ça reste un autre débat et ce n'est pas encore le moment de l'avoir. Il faut d'abord totalement réaliser sa libération. Réaliser sa libération et totalement, comme vous l'avez dit, très cher Batenguine, je crois que ce sont les mots que nous allons retenir pour refermer cette édition. Un grand merci à Podas et Nestor qu'on retrouvera dans les prochaines éditions. Barthélémy Zaongo, avec qui on a eu des petits grisaillements au niveau du micro. Certainement, ça va s'arranger avant la prochaine émission, pourquoi pas d'ici la fin de la semaine. Merci Joe, merci à Barthélémy, merci à Podas et à tous nos techniciens avec qui nous avons préparé et produit cette émission. Vous ne zappez pas. Dans les minutes qui suivent, vous retrouverez Mbala pour le grand journal de Foyou.